Donc, bienvenue sur cette table ronde qui concerne les défis de la recherche sur l'hydrogène à faible empreinte carbone. Alors, c'est d'actualité. Changer nos systèmes énergétiques pour limiter nos émissions de CO2, concilier économie et environnement. Tout le monde en parle. On sort de la COP26. Tout le monde en parle du citoyen aux politiques, du scientifique expert en la matière aux néophytes, et chacun a son idée sur la question. Et en effet, les solutions technologiques sont nombreuses, et on les étudie toutes pour qu'elles s'intègrent dans des climats différents, des contextes géopolitiques différents. Il est évident qu'on ne proposera pas la même solution énergétique, le même mixte, suivant qu'on parle du Danemark, du Brésil ou de la Réunion. Mais parmi ces nombreuses options, l'hydrogène est de façon assez unanime considéré comme une solution pertinente, intéressante et à privilégier de façon assez rapide. Alors, sous réserve, bien sûr, que cet hydrogène soit produit à partir d'eau et non pas de sources carbonées ou de sources fossiles, et avec une électricité qui soit elle-même à faible empreinte carbone. Donc ça, c'est bien sûr la condition. Et puis, ce que l'on voit, et mon petit schéma le démontre, c'est que l'hydrogène s'intègre bien dans le concept de circularité, puisqu'on peut le synthétiser à partir d'eau, et que sa conversion en énergie produit de l'eau. Donc on est bien dans cette logique. Alors, pour accomplir ce cycle, il nous faut maîtriser un certain nombre de technologies, parmi lesquelles l'électrolyse, pour produire l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. Puis après, il faut une technologie pour stocker et transporter cet hydrogène pour pouvoir l'utiliser où on le souhaite et quand on le souhaite. Et puis finalement, cette utilisation, elle passe notamment par la conversion de l'hydrogène en électricité dans une pile à combustible pour être à nouveau transformé en eau. Donc aujourd'hui, il existe de nombreuses démonstrations. Ces technologies, elles fonctionnent. Il y a de nombreuses démonstrations de par le monde. En région Rhône-Alpes, nous avons la démonstration Zero Emission Valley, qui est un exemple du fonctionnement de ces technologies. Par contre, elles souffrent encore aujourd'hui d'un problème qui est leur coût, le coût de production de l'hydrogène, le coût de l'usage de l'hydrogène qui reste prohibitif et qui freine son déploiement massif. Donc pendant cette table ronde, sur laquelle on va s'intéresser aux verrous scientifiques, aux défis scientifiques pour le déploiement d'un hydrogène à faible empreinte carbone, on va s'intéresser à ces verrous justement qui conditionnent le coût de l'hydrogène et le coût de son utilisation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir les spécialistes de ces différentes technologies. Donc le docteur Julie Mougin, du CEA Litten, qui est spécialiste d'électrolyse à haute température, ou EHT, et qui vous présentera cette technologie, qui est assise juste ici à ma droite. Le docteur Valérie May, qui travaille à l'IRCE Lyon et qui est spécialiste du stockage de l'hydrogène dans les liquides organiques, et qui vous parlera également de cette technologie et de cette façon de stocker l'hydrogène dans un liquide. Et puis finalement, j'accueille également le professeur Marion Châtenay qui enseigne à l'école Felma et qui est chercheur au LEPMI et qui est lui spécialiste d'électrochimie des piles à combustible et qui nous parlera des verrous scientifiques relatifs aux piles à combustible. Voilà, donc peut-être on va aller dans l'ordre, dans le cycle finalement, et je vais donner la parole pour commencer pour 5 minutes à peu près à Julie Mougin. Merci Florence pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais faire le début du cycle et vous parler d'électrolyse de l'eau, puisque c'est le thème de cette première étape. Donc l'objectif est effectivement de produire de l'hydrogène à partir de l'eau et d'électricité décarbonée. Et on peut faire cette électrolyse à partir soit d'eau liquide, soit d'eau vapeur. Dans les deux cas, la réaction est la même, H2O donne H2 plus 1,5 de O2. La différence, en revanche, c'est que lorsqu'on cherche à dissocier la molécule d'eau vapeur, il est nécessaire d'utiliser moins d'énergie au total,
que quand on cherche à dissocier une molécule d'eau liquide. Donc on a un gain énergétique direct quand on part de vapeur d'eau pour produire l'hydrogène. De plus, il est possible de remplacer une part de l'énergie électrique nécessaire à la dissociation de la molécule d'eau par de la chaleur. Et si on dispose de sources de chaleur abondantes, bon marché, voire fatales, comme ça peut être le cas par exemple sur des sites industriels avec des rejets de chaleur fatales, eh bien on gagne de précieux points de rendement. Et donc c'est ce qu'exploite la technologie donc d'électrolyse de la vapeur d'eau à haute température. Alors quand on parle de haute température, pour fixer les idées, c'est entre 700 et 850 degrés. C'est la gamme de température privilégiée pour cette technologie, suffisamment haute pour avoir de bonnes propriétés, notamment de conductivité des matériaux qui la constituent, donc de bonnes performances. Mais alors quand on dit ça, on aurait envie d'avoir des températures encore plus élevées pour que ce soit encore plus efficace. En revanche, si les températures sont trop élevées, là on peut se heurter à des difficultés liées à la stabilité notamment des matériaux qui la constituent et à des mécanismes notamment de dégradation de ces matériaux. Et donc finalement 700-850 degrés c'est suffisamment haut mais pas trop et c'est la bonne gamme de température. Alors j'ai souvent la question, oui mais est-ce qu'il vous faut une source de chaleur à 700 degrés pour faire fonctionner votre objet ? Heureusement la réponse est non, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup présentes. Donc on se contente en général d'une source de chaleur aux alentours de 150 degrés qui nous permet justement de vaporiser l'eau et de gagner ses premiers points. Et ensuite, on utilise une petite astuce pour surchauffer cette vapeur de 150 degrés à 700 degrés. Cette astuce, c'est de faire fonctionner l'électrolyseur dans un mode qui est légèrement exothermique, donc qui génère un petit peu de chaleur, et de mettre en place des échangeurs de chaleur performants qui vont récupérer la thermique des gaz de sortie pour surchauffer gratuitement, c'est-à-dire sans consommer d'électricité, la vapeur de 150 à 700 degrés. Et on a pu démontrer expérimentalement que grâce à cette astuce, et donc avec cette technologie haute température, on avait un rendement énergétique, un rendement électrique de l'ordre de 84% PCI avec cette technologie, ce qui est considérablement plus qu'avec les technologies à partir d'électrolyse de l'eau liquide. Alors, brièvement peut-être, comment se caractérise cette technologie ? Donc, puisqu'elle fonctionne entre 700 et 850 degrés, le cœur de la réaction électrochimique qui va permettre de produire l'hydrogène et l'oxygène est en céramique. On n'a pas de matériaux de catalyseur en métaux nobles dans cette technologie. L'électrolyte est dense, c'est une céramique à base de zircone, oxyde de zirconium stabilisé à l'oxyde d'yttrium. L'électrode à hydrogène, c'est un composite céramique métal avec du nickel et cette fameuse zircone. Et l'électrode à oxygène est un matériau tout oxyde avec du lantane, du strontium, du cobalt et du fer. Et cette cellule, aujourd'hui, elle fait à peu près 100 à 200 cm². Elle produit à peu près 100 grammes par jour d'hydrogène. Ce qui est à la fois beaucoup pour une si petite cellule, mais évidemment bien insuffisant pour les productions massives qui vont être nécessaires pour les différentes applications visées. Donc pour produire plus d'hydrogène, s'offrent à nous deux options, soit faire des cellules de taille bien supérieure, soit au contraire, de les empiler. Et ces cellules céramiques étant quand même plutôt fragiles, on va plutôt les empiler pour faire ce qu'on appelle des stacks, des empilements. Et de part et d'autre de ces cellules, on va venir placer des plaques métalliques qui sont métalliques pour conduire les électrons et qui sont dotées de canaux de distribution pour amener les réactifs et évacuer les produits. Et pour terminer ce stack, qui est vraiment un millefeuille céramique-métal, on va mettre en œuvre des étanchéités en matériaux plutôt de type verre ou vitrocéramique pour récupérer la totalité de cet hydrogène et de cet oxygène qu'on s'est donné tant de mal à produire. Donc, côté, caractéristique principale de la technologie, il y a deux points qui sont très importants pour obtenir un hydrogène à bas coût, c'est la performance et la durabilité. Côté performance, c'est une technologie qui présente déjà des bonnes densités de puissance, des bonnes densités de courant, donc par unité de surface. Et ça, c'est un paramètre important, puisque la quantité d'hydrogène qui va être produite est directement corrélée au courant qu'on fait passer dans l'électrolyseur. Donc là, on a déjà une technologie qui est à un bon niveau, même si les roadmaps européennes visent évidemment à continuer quand même à l'améliorer. Le principal challenge, et c'est l'enjeu peut-être de la suite de la présentation, c'est l'aspect durabilité, puisque comme je le disais tout à l'heure, le fonctionnement à 700-850 degrés a plein de vertus vis-à-vis des performances et du rendement, mais quand même, il fait subir quelques pressions sur les matériaux.
Et donc l'enjeu est de faire en sorte qu'il se dégrade le moins possible. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'axe de R&D sur lequel il y a encore le plus de travaux à faire. Et on vise notamment d'obtenir des taux de dégradation de l'ordre de 0,5% par 1000 heures, qui sont compatibles avec les durées de vie de 10 ans qui sont recherchées. Aujourd'hui, on est plutôt à quelques pourcents par 1000 heures. L'enjeu va être de travailler sur la stabilisation des matériaux et des microstructures qui composent cet électrolyseur, de trouver éventuellement de nouveaux matériaux plus disruptifs, mais également des stratégies de pilotage qui permettent de compenser les éventuelles dégradations qu'on va pouvoir obtenir. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la technologie d'électrolyse haute température. Donc Valérie, je pense qu'une fois qu'on a de l'hydrogène, comment est-ce qu'on va le transporter ? Il va falloir soit le stocker, ou le transporter. Voilà. Donc quand on souhaite stocker l'hydrogène, que ce soit pour une longue durée ou le transporter sur un autre site, on a actuellement recours à 2 technologies qui sont soit la compression de la molécule hydrogène à haute pression, soit la liquéfaction. Et en fait, ces 2 technologies nécessitent des réservoirs, d'une part sécurisés, parce que c'est de l'hydrogène moléculaire qu'on transporte, et surtout des réservoirs très adaptés à des contraintes qui sont soit la haute pression, on est soit à 350, soit 700 bars pour l'hydrogène comprimé, soit les ultra basses températures, puisque pour l'hydrogène liquéfié, on est à 20 Kelvin. Une méthode alternative, qui est assez peu exploitée aujourd'hui, consiste à stocker l'hydrogène dans des liquides organiques, qu'on appelle LOHC, pour Liquid Organic Hydrogen Carriers. Et en fait, le stockage dans ces liquides consiste à faire une réaction catalytique, une réaction d'hydrogénation. Et la restitution de l'hydrogène va être aussi une réaction catalytique, mais de déshydrogénation cette fois. Donc les molécules qui vont servir pour faire ce stockage et cette restitution, en fait, sont juste des transporteurs d'hydrogène. On va vraiment avoir un cycle vertueux avec pas du tout de molécules d'autres molécules que l'hydrogène consommées dans ce cycle. Et donc il faut que le stockage-déstockage puisse être vraiment totalement réversible. On a aujourd'hui un certain nombre de molécules qui sont bien connues, qui peuvent permettre de faire ça. Les mieux documentés sont les couples aromatiques cycloalcanes, comme ce que vous pouvez voir sur le slide en haut à droite, avec notamment le méthylcyclohexane et le toluène. Le méthylcyclohexane permet de stocker 6% en masse d'hydrogène et a une capacité volumique de stockage d'hydrogène qui est comparable à ce qu'on a pour l'hydrogène liquéfié et qui est bien supérieur à ce qu'on a pour l'hydrogène comprimé. Et c'est vrai aussi au niveau du stockage massique, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour stocker de l'hydrogène, comme on a un réservoir qui est technologiquement très abouti, il pèse très lourd. Donc voilà, donc finalement, en termes de capacité de stockage, on est pas mal dans ces molécules-là. Et le principal avantage de cette technologie, c'est que en fait, ces liquides organiques sont stables à température ambiante, peuvent être transportés dans des camions, tout comme une essence, sans aucune technologie particulière. Et on a même des composés qui servent pour ce stockage, qui sont bien moins volatiles que ceux qui sont présentés sur ce transparent et qui sont bien moins dangereux à transporter que l'essence. Donc c'est un intérêt. Évidemment, ce procédé est encore au stade de recherche et développement. Donc il existe quelques prototypes, mais il reste des verrous scientifiques à relever. Qui sont, alors tout d'abord, il faut que le système soit totalement réversible. Évidemment, il n'est pas question de consommer ces molécules carbonées et de produire du CO2 ou autre chose. Donc, on veut vraiment avoir un cycle et que ces molécules carbonées servent juste de stockeurs d'hydrogène. L'idée serait aussi de remplacer ces molécules qui aujourd'hui sont principalement issues de la pétrochimie par des molécules biosourcées. Donc il y a des recherches dans cette direction-là. Même s'il n'y a pas de consommation de ces molécules, il est toujours bon de partir de molécules biosourcées parce que malheureusement, le 100% de rendement, 100,0% n'existe pas. Donc voilà, pour les toutes petites pertes qu'il peut y avoir.
Par ailleurs, on a donc 2 réactions catalytiques qui sont pour l'intégration de l'hydrogène dans la molécule, donc l'hydrogénation, et pour la restitution, la déshydrogénation. Ces 2 réactions catalytiques nécessitent un catalyseur, évidemment, qui, pour l'instant, sont principalement à base de métaux nobles. Donc il y a aussi pas mal de recherches pour essayer de minimiser la quantité de ces métaux nobles ou les remplacer par des métaux non nobles. Et enfin, ces réactions ne sont pas athermiques. Il y a une réaction qui nécessite un chauffage, l'autre qui en produit. Donc l'idée va être de s'adapter par rapport aux procédés amont et aval, soit de l'électrolyse, soit de la pile à combustible qui est en aval, pour pouvoir gérer la chaleur et l'énergie et ne pas brûler d'hydrogène pour chauffer le réacteur, par exemple, donc avoir une efficacité énergétique importante. Ce système LOHC peut être adapté pour des applications mobiles ou stationnaires. En ce qui concerne les applications mobiles, en fait, on peut très bien imaginer avoir un réservoir de l'un de ces composés hydrogénés dans son véhicule. On fait le plein en station de ce liquide riche en hydrogène. À bord du véhicule, on va faire la réaction de déshydrogénation qui va produire l'hydrogène à la demande. Et une fois qu'il n'y a plus d'hydrogène disponible dans la molécule, on va retourner en station où là, au lieu de faire directement le plein, on va d'abord vider le réservoir du liquide qui est déshydrogéné, puis faire le plein. La réhydrogénation se faisant ex situ, donc soit en station, soit dans une usine à proximité. Mais on peut aussi envisager cette technologie comme une possibilité de faire du stockage stationnaire d'électricité, donc jour-nuit par exemple. Et donc le stockage et le déstockage d'hydrogène peuvent se faire dans le même réacteur. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est un système par rapport à ses concurrents hydrogène comprimé, hydrogène liquéfié, qui est surtout bien adapté pour du stockage longue, voire très longue durée, ou longue ou très longue distance, parce qu'il n'y a pas les phénomènes de boil-off qu'on peut avoir pour l'hydrogène liquide. Pas de problème de sécurisation du transport. Mais bon, évidemment, il reste des défis scientifiques à relever et de la recherche à mener. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des projets pilotes qui existent à l'échelle industrielle, en Chine, en Allemagne, en Norvège et au Japon. Donc on pense que c'est une technologie qui peut avoir de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, mais on aura l'occasion, je pense, de revenir un peu sur ces exemples. Et puis, bien, nous allons... Maintenant que nous avons transporté l'hydrogène où on en a besoin, Marion va tout nous dire sur les défis scientifiques des piles à combustible PEMFC. Merci Florence, bonsoir à tous. Bon, mes collègues en ont dit beaucoup, notamment sur comment fonctionne un électrolyseur. Une pile à combustible, ça va être le même genre d'architecture, sauf qu'on fait les réactions dans le sens inverse. Et pour les piles à combustible dont je vais vous parler, à membrane échangeuse de protons, donc avec l'acronyme anglais PEMFC, c'est des systèmes qui fonctionnent plutôt à basse température. Et pour nous, basse température, ça veut dire en dessous de 100 degrés Celsius, en tout cas pour les systèmes actuels. Donc bien entendu, si le principe général reste le même, les matériaux qui fonctionnent à ces températures-là ne sont pas du tout les mêmes. On va travailler avec des électrolytes qui sont à base de membranes polymères, qui sont des membranes polymères chargées, qui peuvent conduire des ions, et en particulier les protons qui nous intéressent. Et en interface avec ces membranes, on va utiliser des catalyseurs qui sont là pour le coup très très importants, puisque la température de réaction étant plus basse, les réactions qui sont activées thermiquement ont tendance à être moins rapides spontanément, et donc il faut un catalyseur pour les accélérer. Les catalyseurs actuels qui sont stables en environnement avec les membranes superacides, perfluorosulfonés pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, sont des catalyseurs de la famille du platine et de ses alliages. Et du coup, ça questionne quant à la disponibilité et au coût de ces catalyseurs-là. Et on peut décliner cette difficulté en termes de matériaux sur le support du catalyseur, la nature des plaques bipolaires et ainsi de suite qui sont utilisées dans le système, qui risqueront d'être soumis à des problèmes de corrosion, c'est-à-dire de durabilité, qui sont assez critiques. Alors actuellement, on arrive tout à fait à faire fonctionner des piles à combustible à membrane échangeuse de protons avec les bons niveaux de performance pour les déployer. C'est pour ça qu'on a des dispositifs autour de nous. On pense à la Toyota Mirai, à Hyundai Nexo ou aux petits utilitaires Renault avec un prolongateur d'autonomie fabriqué par Symbio. Donc il y a des systèmes qui existent pour la mobilité, il y a des systèmes qui existent pour la petite mobilité avec les vélos, il y en a qui existent avec les trains, notamment Alstom qui a commencé à en déployer en Allemagne et en France.
Donc ce n'est pas une question de performance, ce qui est encore le phénomène critique pour déployer à grande échelle les piles à combustible. C'est plus un problème de coût et de durabilité, et finalement c'est les mêmes défis auxquels on est confronté que pour les autres technologies. Alors nous, ces problèmes de coût et de durabilité, on les adresse de différentes manières. Il y a une manière très matériau d'adresser ces problèmes-là, avoir moins recours à des matériaux qui sont rares et chers comme le platine, ou alors à supprimer l'utilisation de platine, ce qui est un gros défi du point de vue du fonctionnement des systèmes. Une autre manière d'adresser le coût des systèmes, c'est d'utiliser moins de matériaux, c'est-à-dire d'augmenter les performances de chaque cellule pour avoir moins de cellules pour un système donné qui a le même degré de puissance. Donc ces deux approches-là sont tout à fait utilisées dans les laboratoires, y compris les laboratoires français, et avec les industriels partenaires. Il y a une autre stratégie qui consiste à jouer plutôt sur les aspects système, c'est-à-dire qu'on garde les matériaux, on va dire état de l'art actuel, mais on essaye de simplifier le système pour avoir moins d'annexes. Donc les annexes, c'est tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner la pile à combustible, pour gérer la boucle air, pour gérer les fluides, pour les humidifier, les chauffer, les hydrater, et ainsi de suite. Et donc si on est capable de simplifier le système, on va aussi minimiser le coût global du système. Et pour ce qui est de la durabilité, finalement, augmenter la durabilité, ça revient un petit peu aussi à diminuer le coût sur l'ensemble de la vie du dispositif. Donc augmenter la durabilité, pour nous, c'est également très critique pour minimiser le coût sur la durée totale d'utilisation du système depuis sa conception jusqu'à son recyclage. Donc je ne vais pas aller tellement plus loin parce qu'on a déjà beaucoup parlé là-dessus, mais ces voies-là nous amènent à travailler sur les matériaux, sur les procédés pour les produire, pour les utiliser, sur le contrôle-commande du système, sur l'architecture du système. Et tout ça, ça se fait en collaboration très étroite entre la recherche fondamentale et le développement industriel. On ne peut pas avoir un système fiable au niveau industriel si on n'a pas des matériaux qui répondent bien aux sollicitations de ce système. Voilà, et je finirai là-dessus. Merci pour ce petit tour d'horizon. Je pense qu'on va pouvoir passer à vos questions. Je tiens à dire d'ailleurs que pour organiser cette table ronde, on avait nos trois collègues pour présenter les technologies qui sont vraiment, c'est leur cœur de recherche, mais la région Rhône-Alpes est riche d'un tissu de recherche très dense sur l'hydrogène. Et je voudrais citer également mes collègues des Carnot Ingénierie à Lyon et puis IFPEN, qui sont dans la salle d'ailleurs et qui pourront contribuer à répondre aux questions s'il y a des questions pour lesquelles ils se sentent bien à l'aise pour répondre. Donc voilà, on est tout à fait à votre disposition si suite à ce tour d'horizon sur les verrous scientifiques et le lien avec le coût de l'hydrogène et son utilisation, si vous avez des questions. Moi, j'en ai quelques-unes éventuellement pour lancer le débat. Mais voilà, monsieur. Si vous pouvez aussi vous présenter, comme ça. Oui, Bruno Commer. Moi, j'ai une question. Enfin, quand on voit la complexité du cycle et l'ensemble des opérations de conversion, les matériaux, etc., dans quel cas l'hydrogène est avantageux par rapport à une simple batterie ? Je peux peut-être commencer à répondre. Alors, du point de vue du véhicule, c'est-à-dire du camion, de la voiture ou du train, l'hydrogène il sera intéressant par rapport à la batterie à partir du moment où on veut dépasser une certaine autonomie. Pour le véhicule particulier, c'est plus de 200 km effectués par jour, la batterie est plus capable de répondre. Pourquoi ? Parce que son temps de charge n'est pas compatible avec... voilà. Et d'autre part, parce que la masse de batterie qu'il faudra avoir pour faire ces 200 km deviendra rédhibitoire. On a actuellement des véhicules qui pèsent 2 tonnes, 2 tonnes 5, c'est un non-sens écologique. Voilà, donc du point de vue du véhicule, l'hydrogène est intéressant à partir du moment où on veut pousser ce véhicule plus loin. Pour des déplacements quotidiens en ville, même de la petite livraison en ville, les batteries peuvent tout à fait suffire. Après, il y a une deuxième question dans votre question, c'est à quel moment l'hydrogène est intéressant par rapport aux batteries sur la chaîne électrique. Et là, c'est plutôt une question, typiquement stockage d'électricité renouvelable dont il est question. Il serait tout à fait possible de stocker les énergies renouvelables avec des batteries et ça serait même plus efficace que sur la chaîne hydrogène, qui a un rendement qui est moins bon. Le problème, c'est que pour stocker 1 kWh de batterie, il faut tant de matière active,
Pour stocker 2 kWh, il en faut le double. Pour stocker 3 kWh, le triple, et ainsi de suite. Alors que pour stocker de l'hydrogène, on a un électrolyseur qui est beaucoup moins consommateur de matériaux actifs que ne le sont les batteries. Pareil pour les piles à combustible. Et si on veut stocker plus d'hydrogène, on fait fonctionner ce même électrolyseur pendant plus longtemps. Donc on a une criticité des matériaux qui sont employés qui ne sont pas à la même échelle, en fait. Donc en fait, les batteries, elles sont capables de stocker pas beaucoup, de manière très efficace. Mais à partir du moment où on veut stocker beaucoup, et j'ajoute un deuxième terme, si on veut stocker sur le long terme aussi, les batteries ne sont pas du tout à même de répondre parce qu'en plus, elles s'auto-déchargent et ainsi de suite. Peut-être pour compléter, avec l'hydrogène, Enlève ton maçon. on peut peut-être effectivement compléter en disant que l'hydrogène par rapport aux batteries permet de dissocier puissance et énergie. Et notamment quand on va vouloir stocker peut-être sur des durées un petit peu longues, et quand je dis longue, ce n'est pas forcément intersaisonnier, c'est peut-être simplement quelques jours, on peut imaginer avoir un petit électrolyseur finalement qui correspond à la quantité d'énergie renouvelable qu'on va souhaiter stocker. Du coup, un réservoir de bonne taille, et puis derrière une restitution qui correspond à l'usage. Et si c'est par exemple un bâtiment résidentiel ou quoi que ce soit, on n'a pas forcément besoin de mégawatts, une petite pile. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qui est le plus adapté possible par rapport aux besoins. Et il se trouve que la technologie d'électrolyse haute température dont on parle ici présente aussi la caractéristique d'être une technologie réversible. Et dans cet usage-là, ça peut être avantageux puisque finalement, au lieu d'acheter un électrolyseur et une pile, c'est-à-dire deux objets qui vont fonctionner finalement chacun 50% du temps, dans ce cas-là, vous en avez un seul qui va fonctionner du coup 100% du temps. Et donc, on maximise le retour sur investissement de cette solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Valérie? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'avais pris le micro pour rajouter qu'il fallait surtout prendre en compte aussi que c'était important de pouvoir le stocker sur la durée. Et tu l'as rajouté, donc voilà. Donc oui, monsieur? Oui, une question sur la première intervention. Attendez, vous allez avoir un micro, puis dites-nous... Oui, si Jean vous pouvez Delcey, sur la première intervention, vous avez indiqué un rendement de 84%. Mais ça, c'est en phase vapeur, bien entendu. Et supposons qu'on parte de la température ambiante. On parle de la température ambiante, on a de l'eau à 20 degrés ou 25. Quel est le rendement global ? Alors, vous avez tout à fait raison. Ce rendement que j'ai indiqué, c'est en considérant la source de chaleur à 150 degrés qui nous permet effectivement de ne pas vaporiser l'eau à l'électrique. Si nous n'avons pas, et ça peut exister sur certains sites, de sources de chaleur permettant de vaporiser l'eau, eh bien, ce qu'on va perdre finalement, c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau, celle que je mentionnais tout à l'heure, le fameux gain sur l'énergie totale de dissociation. Et en fait, ces 84%, si on ne l'a pas, tombent à 74%. Donc l'avantage concurrentiel par rapport aux autres technologies d'eau liquide est moindre, mais on est toujours un petit peu au-dessus malgré tout. Oui. Je posais la question parce que hier, le président de la République a été à Béziers pour une usine, pour un projet d'usine. Et effectivement, dans l'article, on indique chaleur fatale. Mais la chaleur fatale, on ne la trouve pas à tous les coins de rue. Il faut déjà bien placer l'usine avec ses électrolyseurs à côté d'une entreprise qui est de la chaleur fatale. Donc déjà, ça pose une question. Le plus souvent maintenant, et ça c'est dans le cadre des contrats qui sont passés avec les industriels, on récupère la chaleur fatale avec d'autres systèmes pour le chauffage urbain ou autre, et la chaleur fatale, on en trouvera de moins en moins de disponibles. Donc à un horizon de 5 ou 10 ans, il faudra bien voir qu'on risque de manquer de chaleur fatale et qu'on sera ramené de 84% à 75%, puisqu'on partira de la température ambiante. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé de stockage d'hydrogène dans des carburants méthyl, cyclohexane ou toluène. Voilà, oui, c'est moi. Vous, madame. Vous ne craignez pas qu'avec ces produits, vous l'avez dit, il n'y a pas un rendement de 100% entre les opérations d'hydrogénation, de déshydrogénation. C'est beaucoup plus grave que travailler avec le stockage sous forme d'hydrure, où là, il n'y a aucun échange chimique. Le toluène, ce n'est pas un produit qui peut se répandre dans l'air ambiant de façon sans inconvénient. Donc, j'aimerais savoir si vous avez d'autres solutions que le toluène ou le méthyl...
Oui, c'est la forme hydrogénée du toluène, c'est le méthylcyclohexane. C'est les deux molécules qui sont présentées ici. J'ai fait un petit peu de chimie dans le temps et ça me paraît pas très... Alors, c'est des composés qu'il y a dans les essences. Mais ceci dit, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la meilleure solution. Merci. Et que c'est pour ça que je disais qu'on travaillait sur d'autres types de molécules, notamment biosourcées. Il y a des molécules, des alcools qui permettent très bien de faire le stockage et la restitution. Il y a des molécules azotées. Il y a toute une panoplie de molécules qui sont décrites dans la littérature. J'ai présenté celle-ci parce que c'est le couple qui est utilisé depuis les années 1980. Et il y a beaucoup de publications sur ce système-là qui a permis vraiment d'avancer d'un point de vue recherche sur ce système des LOHC. Mais évidemment, la recherche aujourd'hui est allée bien au-delà de ça, notamment même sur des molécules qui ne sont pas biosourcées, mais toujours issues de la pétrochimie. Il existe des huiles caloportrices qui comportent 3 cycles aromatiques collés, dont la volatilité est quasi nulle, avec un point d'ébullition à 380 degrés, une molécule qui reste liquide entre moins 40 et 380 degrés, donc c'est très pratique à manipuler. C'est des composés qui ne sont pas considérés comme toxiques. Et voilà, donc ça fait partie des solutions technologiques qui existent aujourd'hui et qui sont même à l'état de prototype, voire même de développement sur la planète. Voilà. Je crois que d'ailleurs pour votre premier point, si on n'a plus beaucoup de sources de chaleur fatale, tellement on les aura utilisées, c'est une excellente nouvelle. Ça voudra dire qu'on aura beaucoup gagné en efficacité énergétique et je m'en réjouis. Je voudrais d'ailleurs signaler quand même que la technologie qui était présentée hier à Béziers, c'est la technologie qui est issue du Carnot Énergie du Futur et que Julie avait le grand plaisir de présenter elle-même. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Est-ce que... Peut-être quand même, juste pour compléter cette réponse, la chaleur fatale, vous avez raison, les industriels essayent déjà de l'exploiter. Ceci dit, c'est la très haute température qui a une grosse valeur ajoutée. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, on se contente d'une chaleur fatale à 150 degrés et celle-ci, il en reste proportionnellement un petit peu plus. Il se trouve ensuite qu'un des principaux usages de l'hydrogène qui est considéré aujourd'hui, c'est la décarbonation de l'industrie auprès des industriels fortement émetteurs de CO2 aujourd'hui et qui se trouvent être ceux ayant beaucoup de chaleur fatale. On peut parler des aciéristes, des verriers, des raffineurs, etc. Et eux, en fait, aujourd'hui, n'ont pas de doute sur le fait que la chaleur fatale, ils l'utiliseront pour le procédé qui, pour eux, aura le plus d'intérêt. Et si leur intérêt, c'est d'avoir de l'hydrogène sur leur site pour leur procédé, je pense que ça pourra se rediscuter, la disponibilité de chaleur fatale. Oui, allô ? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Franck Legrand, je suis verrier. Verrier, gros consommateur en énergie. Ça m'apprend une mauvaise nouvelle. Le four du futur n'a pas été reconnu comme projet de la Commission européenne. Et on est fortement consommateur, on va dire, en termes d'énergie, comme vous savez, des fois à 400 tonnes par jour. Je me demande pourquoi. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro parce qu'on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous m'avez entendu au moins sur cette partie ou pas ? Alors, je peux me répéter. Donc, je disais qu'on vient d'avoir l'information que le four du futur n'a pas été sélectionné par la Commission européenne actuellement. On est le plus gros consommateur en termes d'énergie parce que 400 tonnes de verre par jour, vous imaginez ce qu'on consomme en termes de gaz et d'électricité. Est-ce que vous avez des données scientifiques de comparaison entre ce fameux hydrogène décarboné et les énergies actuelles, type nucléaire ou énergie verte, hydroélectrique, etc., etc. Est-ce que vous avez des ACV mis à disposition aujourd'hui de comparaison par rapport aux technologies ? Nous sommes soumis à pression, on va dire, dans notre domaine d'activité sur l'aspect, on va dire, de la cosmétique et parfumerie, par exemple, sur des scopes 1, scope 2, scope 3. C'est intéressant d'avoir des données complémentaires à cette énergie nouvelle, où je crois, où nous croyons, franchement, les verriers, pourquoi on n'arrive pas à aboutir à ce type de solution. Est-ce qu'on n'est pas prêt ? C'est peut-être la réponse. Alors, je vais vous faire une petite réponse, enfin, des éléments de réponse que mes collègues pourront sûrement compléter. Mais oui, on fait bien sûr des ACV. Oui, on essaye de voir quelle est l'empreinte carbone de cet hydrogène. Mais c'est un vecteur énergétique, ce n'est pas une énergie. Pour faire de l'hydrogène, on a besoin d'injecter de l'énergie que l'on récupère en fin de cycle avec un certain rendement, effectivement moins bon que le rendement des batteries, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais on a par exemple besoin d'énergie nucléaire
pour alimenter nos électrolyseurs ou d'énergie éolienne ou solaire ou etc. Donc oui, on va faire les ACV et c'est vrai que notre hydrogène, il aura une empreinte carbone qui va énormément dépendre de l'empreinte carbone de l'électricité qui est utilisée pour alimenter. Tout à fait. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais bien sûr, on fait ce genre d'études et on a un certain nombre de données disponibles. Et peut-être pour compléter, dans le volet de décarbonation de l'industrie, on peut voir l'hydrogène sous 2 axes, si je puis dire. Le premier, c'est pour les industriels qui utilisent l'hydrogène en tant que feedstock. Aujourd'hui, c'est surtout de l'hydrogène fossile qui est utilisé. Donc là, l'idée, c'est de remplacer cet hydrogène fossile par un hydrogène donc produit de manière décarbonée, avec l'enjeu évidemment qu'il soit disponible à un coût le plus proche possible de celui de l'hydrogène fossile de référence. Et le deuxième axe, peut-être, qui rejoint le début de votre question, c'est qu'un certain nombre de fours industriels sont en effet des fours à gaz, et l'enjeu peut être de remplacer ces fours à gaz, gaz naturel, par des fours à hydrogène. Et là, il y a un peu de travail pour vérifier que, parce que la température de la flamme de l'hydrogène n'est pas la même que celle du gaz, etc. Donc il y a des développements qui sont à faire de ce côté-là. Et il me semble avoir vu des données que je n'ai pas en tête par contre, donc je ne pourrais pas vous répondre, sur les gains qui peuvent être attendus sur des fours à hydrogène en remplacement des fours à passage à gaz. Donc merci, on compte sur vous. Merci. Et juste pour un dernier point sur votre question, l'hydrogène peut être produit grâce à des centrales nucléaires qu'on ferait fonctionner à régime nominal et donc permettrait de stocker l'électricité qui est entre guillemets pas utilisée à certains moments. Donc au lieu de baisser le niveau de production de la centrale nucléaire, on pourrait le maintenir pour stocker cette électricité sous forme d'hydrogène et le réutiliser en termes de pic. C'est exactement la même chose avec les énergies renouvelables. Actuellement, quand vous baladez sur l'autoroute du Sud ou en Allemagne, vous voyez plein d'éoliennes qui ne fonctionnent pas alors qu'il y a du vent. Et en fait, on les arrête pour ne pas déstabiliser le réseau. Donc actuellement, les énergies renouvelables, elles pourraient produire beaucoup plus que ce qui est utilisé en pratique. Et pourquoi ça ne produit pas plus ? Parce qu'on ne veut juste pas déstabiliser le réseau électrique. On est incapable d'injecter trop d'électricité dans le réseau sans l'utiliser. Ça le fait complètement s'effondrer. Donc l'hydrogène, qui pourrait être produit par des électrolyseurs à ce moment-là, il pourrait être stocké pour éviter qu'on soit obligé de démarrer des centrales thermiques, typiquement, parce que ça peut se démarrer très facilement, au moment où les énergies renouvelables et où les centrales nucléaires ne sont pas capables d'offrir ce qui est demandé par le réseau. Donc l'hydrogène est un vecteur qui aura une fonction de lissage et qu'on pourra utiliser au moment où on en a besoin. Ce qui, pour l'instant, n'est pas très installé, entre guillemets, et les Allemands en payent le prix très très fort actuellement. Vraiment très fort. Et donc, vous voyez, quand on parle des verrous scientifiques, ça nous ouvre aussi des pistes en matière de modèle économique et aussi des pistes en matière de génie électrique pour arriver à à introduire toutes ces nouvelles technologies sur le réseau sans le déstabiliser. Je ne sais pas si on a le temps à une dernière question ou si nous devons clore la table ronde. Que dit notre maître du temps ? Une dernière question, donc j'avais vu une main se lever. Ah ben écoutez, non, alors c'est parfait. Donc nous pouvons, je vous remercie tous pour cette table ronde et on est à votre disposition encore demain sur les stands Carnot que vous voyez cités ici pour répondre à toutes vos questions sur les thématiques de l'hydrogène.